Le 22 juin 1941, à l'aube, plus de 3 millions de soldats allemands, appuyés par des chars, des avions, des canons et des divisions de toutes les nationalités alliées au Troisième Reich, se ruent à travers les vastes plaines de l'Union soviétique. Le plus vaste front de l'histoire humaine vient de s'ouvrir. En quelques semaines, les Allemands pulvérisent les lignes soviétiques, capturent des millions d'hommes, s'emparent de villes mythiques. Le monde retient son souffle. Hitler va-t-il vaincre l'URSS aussi rapidement qu'il a terrassé la France? L'opération Barbarossa s'étend sur près de 2900 km. Les Allemands la divisent en 3 grands axes. Le groupe d'armée nord fonce vers Leningrad, le groupe centre vers Moscou, et le groupe sud vers l'Ukraine. En face, l'armée rouge est dans un état de chaos absolu. À cause des purges sanglantes ordonnées par Staline dans les années 30, des milliers d'officiers compétents ont été exécutés ou envoyés au goulag. Résultat, les troupes soviétiques sont mal commandées, mal coordonnées, et privées d'initiative. Pire, elles manquent cruellement d'équipements modernes, de radios, de carburant, de munitions. Certaines unités n'ont même pas de chaussures d'hiver, ou un fusil pour 2 hommes. Staline, lui, refuse de croire à l'invasion durant la première semaine de combat. Il a ignoré des dizaines de rapports d'espionnage, et pense que Hitler ne prendra pas le risque d'ouvrir un second front. Quand l'invasion commence, il est incapable de donner des ordres clairs. Dès le premier jour, l'armée allemande, forte de ses panzers et de la redoutable Luftwaffe, écrase une armée soviétique désorganisée. À Brest-Litovsk, une garnison soviétique résiste désespérément, sans ordre, sans renfort. Coincés dans la forteresse, les soviétiques tiennent plusieurs semaines, à court d'eau et de nourriture. Une inscription retrouvée sur un mur dit « Je meurs, mais je ne me rends pas ». Mais ailleurs, c'est la débâcle totale. À Minsk, puis à Vitebsk, les Allemands enfoncent les lignes sans réelle opposition structurée, et capturent plus de 300 000 soldats. L'armée rouge semble s'effondrer face à une Wehrmacht parfaitement entraînée et dotée d'une doctrine militaire moderne. La recette du Blitzkrieg, vitesse, coordination, face à l'improvisation. Ce qui rend l'armée allemande si redoutable, c'est son art de la guerre éclair. Les blindés percent le front, les avions détruisent les arrières, les troupes motorisées encerclent les unités ennemies. En face, les troupes soviétiques sont figées, sans communication, livrées à elles-mêmes. Certains commandants attendent désespérément des ordres de Moscou qui n'arrivent jamais, ou arrivent trop tard. À Smolensk, en juillet, 2 armées soviétiques sont encerclées. Plus de 300 000 hommes sont faits prisonniers. Mais dans le chaos, certaines unités soviétiques commencent à improviser, à résister localement. Le mythe d'une guerre éclair facile commence à se fissurer. Au nord, von Leeb s'approche de Leningrad, mais les contre-attaques improvisées et féroces des soviétiques ralentissent sa progression. Des usines entières sont démontées et déplacées vers l'est, loin du front. C'est le début d'un effort de guerre titanesque. Au sud, von Rundstedt écrase les défenses ukrainiennes. À Lvov, les Allemands sont d'abord accueillis comme des libérateurs par une partie de la population, avant de révéler leur vrai visage: massacre, déportation, répression. Puis vient la bataille d'Ouman, en août. Près de 100 000 soviétiques encerclés, la moitié tués ou capturés. À Kiev, c'est encore pire, plus de 600 000 soldats sont pris au piège. Le commandement soviétique, paralysé, n'a pas vu venir l'encerclement. Au Kremlin, Staline refuse l'idée de céder du terrain, ordonne de tenir des villes à tout prix, provoquant des hécatombes inutiles. Mais peu à peu, le système soviétique se réorganise dans l'urgence. L'industrie d'armement se reconvertit à une vitesse incroyable, des milliers de chars T-34 sortent des usines, et les soviétiques apprennent dans le sang. À Rostov-sur-le-Don, les Allemands sont repoussés, c'est leur première défaite sur le sol soviétique. Une lueur d'espoir pour l'URSS. En novembre, les Allemands approchent de Moscou. Mais la capitale ne tombe pas. Des tranchées sont creusées par des civils soviétiques, des unités sibériennes fraîches arrivent, et la propagande galvanise les troupes. Staline, malgré ses erreurs du début, décide de rester à Moscou, et le 7 novembre, il fait défiler ses troupes sur la place Rouge, à quelques kilomètres du front, pour les envoyer directement au combat. Le message est clair, Moscou ne tombera pas. À mesure que l'armée allemande avance, les lignes s'étirent, la logistique s'effondre.
Les routes sont mauvaises, les camions s'embourbent à cause de la saison de la pluie et de la boue, les distances sont immenses. Dans les marécages du Pripyat ou les forêts de Biélorussie, des partisans soviétiques harcèlent les convois. Et surtout, l'automne arrive, suivi du terrible hiver russe. Les Allemands ont perdu de précieuses semaines à cause du retard occasionné par Mussolini en Grèce. En décembre, les Allemands, exténués, grelottants, mal équipés pour le froid, doivent reculer sous l'effet d'une contre-offensive soviétique massive de Djoukov. C'est la fin de la guerre éclair comme l'avaient prévu des généraux comme Manstein et Guderian, qui avaient prévenu Hitler qu'il fallait se concentrer uniquement sur Moscou. L'opération Barbarossa fut un pari militaire très risqué. Toujours est-il qu'en 1941, les Allemands remportèrent des victoires éclatantes, face à l'improvisation soviétique et furent accueillis en héros dans certains pays, comme les pays baltes. Staline a commis des fautes graves, laissé son armée sans chef compétent, sans vision. Si ce récit vous a passionné, merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les grandes heures de l'histoire.